Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 428. Épisode 428 au cours duquel on va continuer de débriefer le top 50 2021 de Touchdown Actu. Vous le suivez tous les jours sur le site. On avait déjà fait la première partie de 50 à 31. On attaque aujourd'hui la deuxième partie de 30 à 11. Et vous aurez la suite, évidemment, le top 10. Une fois que tout sera publié sur le site, on ne va pas vous faire de spoiler. Pour ça, je suis aujourd'hui avec une équipe de choc et tout d'abord, je vais accueillir un rookie, pas forcément, mais disons que je crois pas qu'on a déjà fait de podcast ensemble, donc pour moi, c'est un peu un rookie. Salut Victor Roulier. Et bonjour Raoul, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Raphaël. Et il le spoil, il est là aussi. Raphaël Masméjean, que j'ai plaisir à retrouver pour parler de football américain après une saison complète à parler de cuisine et de Top Chef. Salut Raph. Salut Raoul, salut Victor. Quel honneur d'être enfin dans un podcast avec Victor Roulier. Ça m'émoustille. Hein. Ouais, t'avais qu'à suivre la draft, ça serait arrivé plus rapidement. C'est vrai, il faudrait que je me mette à la draft. Allez. C'est ce que j'allais te dire, Raphaël. Heureusement pour nous, aujourd'hui, on parle bien de NFL et pas de NCAA. Vous savez, bien sûr, si vous aimez la NCAA, on fait ça aussi maintenant sur Touchdown Actu. N'hésitez pas à aller suivre tout ça. Messieurs, je l'ai dit, aujourd'hui, le programme, c'est la suite du top 50, de la place 30 à la place 11. On va faire un peu comme la dernière fois, les gros débats. Et il y en a un gros pour commencer, un quarterback classé 13e. Et derrière, on a choisi chacun un joueur sous-coté, un joueur à sa place et un joueur sur-coté. Un bon programme, on est parti pour une petite heure ensemble. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Alors, on peut envoyer le générique, c'est parti. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Michael Robinson, le bro, bien sûr, que j'avais eu la chance de croiser à Miami. Messieurs, on va entamer sans plus attendre le gros sujet de ce classement de la place 30 à la place 11. Et ce sujet, il se place à la 13e position. C'est dommage, à une place près, on avait son maillot iconique. Le numéro 12, je parle, messieurs, de Tom Brady. Tom Brady, 43 ans, 7 titres, une victoire au dernier Super Bowl avec les Tampa Bay Buccaneers qu'il venait de rejoindre. En faisant le taf en attaque en plus, pas comme d'autres quarterbacks qui ont gagné des titres sur le tard en étant fantomatiques, pour ne pas nommer Peyton Manning. Voilà, messieurs, le décor est planté. Parlons de Tom Brady. Déjà, vous, puisqu'on est là aussi un peu pour se mouiller, où est-ce que vous l'aviez mis dans votre top 50? Est-ce que vous l'aviez plus haut, plus bas ou à cette place? Victor, je te laisse l'honneur de commencer. Moi, j'avais 8e. Mais en soi, quand on discutait un peu des choses, je considérais que 13e, il était à sa place. Je trouve que Tom Brady, c'est là où, selon les critères qui sont retenus, c'est un des joueurs qui peut varier le plus. Parce que finalement, Tom Brady, au début de la saison prochaine, il aura 44 ans. Donc, quand on se dit se projeter vers l'avenir, difficile de se projeter vers l'avenir avec un quarterback de 44 ans. Je veux dire, même si c'est Tom Brady, même s'il paraît éternel, même si on se demande quels sont les secrets qui le font tenir aussi vieux à un niveau aussi incroyable. C'est le jus d'avocat, bien sûr. Bien sûr, non mais c'est ça. Et le sacrifice de vierge à la pleine lune. Non, ça, c'est unofficiel. Mais clairement, je veux dire, tu as toujours le risque de dire peut-être qu'il va faire la saison en trop. Sauf qu'honnêtement, il y a 2 ans, je disais déjà ça. Dieu sait qu'il n'a pas fait la saison en trop. Donc, je pense que limite, quelqu'un qui dirait « moi, je vois un plan sur 5 ans », il pourrait limite ne pas le mettre dans le top 50. Sauf qu'en réalité… Non, même pas. Non, mais je pousse ce truc. Mais honnêtement, ça pourrait presque se défendre. Sauf qu'en réalité, il est encore, à 43 ans, un des meilleurs quarterbacks de la Ligue.
il a réussi. Alors, OK, il avait du super matos autour de lui, mais première année, nouveau playbook, après quasiment 15 ans avec quasiment le même playbook et surtout le même entraîneur principal. Oui, 20 ans, il est à 22e année, je crois. Donc, oui, de toute façon. Et je veux dire, clairement, c'est incroyable de s'être adapté aussi vite et d'avoir réussi dès la première année à bonifier cette équipe. C'est fou. Et ce que je trouve encore plus fou, et je finirai là-dessus, je donne la parole à Raphaël, c'est vraiment son leadership. Quand on définit un leadership, il rend meilleur les autres. Qu'on le veuille ou non, les gens, quand ils jouent avec Tom Brady, ils sont meilleurs. C'est une question de... C'est ça un leader. Il n'est pas seulement un bon joueur, il est celui qui fait que les autres ne sont pas seulement bons, ils sont très bons. Et tout le monde a augmenté de niveau quasiment dans cette équipe quand il est arrivé. C'est pas un hasard. On parle de rookies, mais on parle aussi de joueurs expérimentés. Ils ont Tom Brady, ils se défoncent pour lui. Et donc, considérant que, 1, c'est le plus grand joueur de l'histoire, et 2, il est encore à un niveau incroyable pour 44 ans, une place dans le top 15, je trouve que c'est un très bel honneur pour un joueur de 44 ans. Donc, maintenant que Victor nous a fait le discours d'introduction au Hall of Fame de Tom Brady, Raphaël, quel est... Non, mais je me moque pas complètement parce que je suis assez d'accord. Voilà, ah non, mais voilà. Globalement, je suis... Raphaël. Globalement, je suis d'accord avec Victor. Moi-même, pour te dire, il y a 2 ans, quand on avait fait un top 50 un peu identique, de mémoire, j'avais Tom Brady peut-être 20e, tu vois, parce que ça commençait à tourner, je trouvais à l'autre boudin chez les Patriots. Alors, autre boudin Patriots dans toute la mesure et la limite, hein, c'est-à-dire éliminé en playoff rapidement, tout ça. Et ça m'interrogeait sur comment il pouvait rebondir à nouveau, etc. Et là, cette année, dans notre classement, je l'ai mis 8e, comme Victor. Même si tu me dis qu'on doit se projeter sur 2-3 ans, en fait, avec ce qu'il a montré à Tampa Bay l'an dernier, pour moi, il n'y a même pas question de se dire non, il est trop âgé. En fait, il dépasse tous ses critères d'âge pour le moment. Alors peut-être que ça arrivera subitement, mais en fait, on n'en sait rien. Ça fait des années qu'on y pense. Ça fait des années qu'on n'a pas de preuves non plus tangibles que ça va arriver. Contrairement à Drew Brees, où on sentait, je trouve, que saison après saison, que la puissance de bras était en train de diminuer. Voilà. Tom Brady, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je l'avais 8e. Donc, j'ai même envie de te dire qu'il est presque un peu bas, là, du coup, pour moi, dans le classement, en étant 13e. Pour moi, je l'avais même 3e quarterback dans mon classement personnel. Après, sur ses qualités, bon, bah voilà, Victor a tout dit, hein, leadership, qualité sur le terrain, intelligence de jeu. À un moment, c'est un leader. Et pour moi, c'est clairement... C'est difficile, et je sais que certains collègues de la rédaction l'avaient beaucoup plus bas, mais ça m'étonne parce qu'à l'heure actuelle, tu mets Tom Brady dans les premiers noms sur une feuille de match et tu sais ce que tu vas avoir, même à son âge, et même dans une autre équipe, et même avec un nouveau coaching, et même... voilà, donc oui, il aurait pu être plus haut, clairement. Mais après, comme disait Victor, il faut malgré tout se rendre compte du fait que le mec arrive à être 13e dans un top 50 en NFL à son âge. Enfin, quand des mecs à son âge ont déjà pris la retraite depuis 5-6 ans et ont fini leur carrière en autre boudin, voilà, lui, il est là. Donc, c'est juste fantastique au-delà de la place. Hein. Ouais, je vais faire vite parce que mes arguments sont sensiblement proches des vôtres. Moi, je l'avais 7e, hein, donc comme ça, voilà. Je l'avais 4e quarterback de ce classement. Il l'est sur notre quarterback, sur notre total global. Je ne spoil pas plus, mais il est 4e quarterback. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur son classement, je crois même que certains rédacteurs ne l'ont pas mis dans leur top 50, mais je ne veux balancer personne, donc je m'arrêterai là. Mais il me semble avoir vu passer ça dans le chat de la rédac. Chacun, il voit effectivement ce qu'il veut et c'est toute la difficulté de faire cet exercice de manière collégiale, c'est qu'on a tous un peu notre point de vue sur le truc. Effectivement, aujourd'hui, difficile de passer à côté de Tom Brady dans les 10-15 premiers noms qu'on veut dans une équipe NFL de manière générale. Une petite stat intéressante, en tout cas fait intéressant, les lecteurs, vous savez sur Twitter, vous pouvez voter sur côté, sous-côté à sa place. Sur toute la tranche qu'on a de 30 à 11, il y a 2 joueurs qui sont sous-côté selon les lecteurs, c'est Tom Brady et Tyreek Hill, le 2e. Sinon, tous les autres sont jugés plutôt à leur place. Donc voilà, ça laisse croire rien
du tout. Ça laisse juste croire qu'en tout cas, Tom Brady, les gens ont l'air de le voir mieux classé que ça. C'était la grosse interrogation de cette tranche du classement-là. J'ai pas osé aller trop voir les commentaires sous la fiche de Tom Brady, mais je crois que globalement, les gens ont bien conscience que même pour un joueur de ce calibre-là, on est obligé de mesurer avec le temps, et c'est comme ça qu'on va conclure sur Tom Brady. Avant qu'on passe à nos sous-cotés, sur-cotés à leur place, messieurs, il y a une catégorie de joueurs dont on parle forcément un peu moins facilement dans un top 50, mais il y en a 3 dans cette tranche de 30 à 11. Ce sont les linemen offensifs, messieurs. Il y a 3 linemen offensifs dans notre top 30, du coup, on va dire. En l'occurrence, Trent Williams, Ronnie Stanley et David Bakhtiari, 29e, 21e et 19e position. Je crois qu'on va reparler de Bakhtiari tout à l'heure. Mais au global, messieurs, est-ce que vous êtes surpris de voir des linemen offensifs aussi haut placés? Est-ce que vous êtes surpris je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup dans notre dernier top 50. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, Victor, toi je sais que toi, c'est un poste qui te tient à cœur. Est-ce que tu es satisfait des classements et des noms qu'on voit apparaître sur ce poste-là? Je suis satisfait des noms. Moi, non seulement je les trouve pas trop haut, mais je les trouve trop bas. Et c'est un débat éternel qu'on a, par exemple, avec Raphaël, entre l'importance des linemen et l'importance des skill players. Moi, je n'arrive pas, pour moi, et c'est un débat et on l'aura encore et toujours, le poste de tackle côté aveugle, donc gauche pour 31 équipes de la Ligue et droite pour les Dolphins, c'est le deuxième poste le plus important de l'attaque après quarterback. Donc, voir des linemen de ce niveau-là ne pas intégrer le top 18, j'ai un peu de mal. Après, honnêtement, en réalité, quand on regarde les noms, les 17 premiers noms, bon, c'est tellement des joueurs All-Pro, pour la plupart potentiels Famer, etc., que c'est pas non plus une insulte. Enfin, il y a je sais pas combien de milliers de joueurs. Être top 30 de la Ligue, c'est déjà incroyable. Après, voilà, on a des profils différents. On a Ronnie Stanley qui est assez jeune, qui a fait un début de carrière finalement mi-figue, mi-raisin, relativement. Ça restait un bon début de carrière et qui a vraiment explosé 2018, 2019. Et puis bon, 2020, malheureusement, ça s'est arrêté après sa blessure. Ouais. On a Bakhtiari qui a lui aussi une progression assez linéaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il commençait déjà de très haut et je trouve qu'il a beaucoup progressé, notamment en jeu de course, où je trouve beaucoup plus réfléchi et moins feu follet qu'il avait pu l'être à une époque. Donc, c'est vraiment 2 joueurs assez extraordinaires. Et Trent Williams, c'est la belle histoire. C'est la belle histoire. Je veux dire, tumeur au cerveau, année blanche et conflit avec les feux Redskins. Et puis, finalement, cette renaissance à San Francisco. Parce que, honnêtement, on peut douter du nouveau contrat qu'il a signé et tout, mais la réalité, c'est que sa saison 2020, elle est géniale. Donc, non, très content de voir ces 3-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur le gratin de ce qui se fait en NFL. Et pour l'anecdote, tu dis il n'y a pas de tackle au-dessus. Il est cependant possible qu'il ne soit pas de spoil, aucun des 3. Pas de spoil, monsieur Roulier. Attention. On a parlé des tackles. Les gens en parlent déjà dans les commentaires. Oui. Les gens. Ils ne le voient pas venir, donc ils commencent tous à s'interroger. Voilà, exactement. Pour être tout à fait transparent, moi je suis content parce que des 3 qu'on a cités, j'en avais 2 dans mon top 50, donc c'est que j'ai appris un petit peu à considérer cette position qui forcément est un petit peu ingrate de par le jeu et de la manière dont il est fait. On a tendance à mettre plus facilement les skill players en avant. Bon, Raphaël, tu avais quelques linemen quand même dans ton top 50? Écoute, oui, quand même. Ces 3-là sont les 3 premiers linemen dans mon classement. Donc, c'est ce trio-là que j'avais. Donc, je suis pas surpris de les revoir là-dedans. Pour même être transparent, j'en avais 2 de ces 3-là dans mon top 15. Donc, tu vois, moi, j'étais même prêt à les mettre plus haut que ça. Mais c'est juste, du coup, ça m'amuse par rapport à l'ensemble d'une bonne partie des membres de la rédaction qui sans cesse répètent qu'ils préfèrent avoir un offensive tackle dans leur équipe plutôt qu'un receveur. Et quand on voit la réalité du classement, tout le monde met d'abord des receveurs et des quarterbacks dans son équipe parce que c'est comme ça que tu gagnes un match de foot américain et pas avec un seul lineman offensif. Donc voilà, ça me fait plaisir que le talent des receveurs soit enfin reconnu à leur juste valeur plus que celui des... Non, mais la réalité, c'est qu'on a trop de fans des Seahawks dans la rédaction.
et qui savent pas que les linemen ça existe. Non. C'est ça le vrai problème. Tu sais bien que c'est pas ça. C'est que vous vendez les offensive tackles alors que la ligne c'est un tout et c'est pas un seul homme. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On apprend tous de nos erreurs. Je sens qu'ils en viendraient aux mains s'ils étaient avec moi sur le plateau. Rassurez-vous, ils sont à distance. Voilà, bon bah messieurs, je suis ravi qu'il y ait eu un débat sur les linemen offensifs. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. C'est chose faite. Attaquons à présent, si vous le voulez bien, le cœur de cette tranche 30-11. En l'occurrence, les joueurs que vous considérez sous-cotés. J'ai a priori ceux que vous avez choisis sous les yeux. Je vais vous laisser les défendre. Raphaël, qui as-tu dans cette tranche qui est sous-coté selon toi? Eh ben, écoute, moi en sous-côté, j'avais le middle linebacker Bobby Wagner des Seattle Seahawks, qui dans notre classement, dans le top 50, 23e. Et 23e. Et en plus de surcroît, il n'est même pas le premier linebacker du classement, donc ce qui, moi, me pose quand même un petit souci. À titre personnel, il était 14e dans mon classement. Donc un petit peu plus haut, hein. C'est pas non plus un écart incroyable, mais c'était plus le fait que moi je l'ai en premier linebacker de la ligue, ce qui n'est pas le cas dans notre classement. Et je suis il est quatrième si je compte toutes les positions de linebacker. Et je suis un peu étonné parce que pour moi, Bobby Wagner, ça reste la référence à son poste à l'heure actuelle. C'est le joueur pour moi à ce poste-là qui a le plus gros QI football, qui a un leadership assez incontestable, qui a tenu à bout de bras la défense de Seattle quand ils ont perdu toute la Legion of Boom et qui a réussi à ce que Seattle ne soit jamais finalement ridicule en défense, à part peut-être un peu l'an dernier sur la défense aérienne, mais encore, on pourrait en débattre. Voilà, pour moi, c'est le linebacker complet et polyvalent avant l'heure. Il est excellent sur la couverture, il est bon contre le jeu de course. Bon, voilà, ça m'a un peu surpris. Après, peut-être qu'il a subi un peu comme d'autres l'âge qui commence à passer, on va dire ça comme ça, par rapport au peut-être flambant Devin White qu'on a pu voir explosif en play-off. Voilà, donc Bobby Wagner était mon choix de joueur un peu sous-coté pour le coup. Je vais être tout à fait transparent, je l'avais mis 37e en 6e linebacker, et aujourd'hui, là, il est 4e à la 24e place. Moi, pour moi, c'est sa place. Je l'imagine assez bien là, mais j'entends tes arguments, et je pense que ce qui le fait un peu chuter, c'est peut-être que, voilà, j'ai encore l'image de la défense de Seattle très dominante et très forte de la Legion of Boom. Forcément, c'est un peu moins bon maintenant, et peut-être que malgré moi, j'ai le biais de le voir un peu moins fort que ce qu'il a pu être. Victor, Bobby Wagner, satisfait, pas satisfait de cette position pour toi? Alors, bon, Devin White, on en reparlera. Oui, dans une autre catégorie. Parle-nous d'abord de Bobby Wagner, s'il te plaît. Si on parle de Wagner, moi, j'ai 3e middle linebacker dans mon classement. Par contre, je dis tout de suite, j'ai 48e. Les middle linebackers, je les avais assez mal classés, je dois avouer. Et Bobby Wagner, j'ai un respect immense pour lui. Il a été top 2 MLB pendant quasiment une décennie avec Luke Kuechly. J'ai trouvé... Il était 2e, quoi. Luke Kuechly était premier, soyons clairs. Parce que après, on va s'imaginer les goûts, choses. les couleurs. Et je trouve que il a fait une saison décevante. 2020, vraiment, j'ai pas reconnu le Bobby Wagner qu'on connaît. Alors voilà, tout étant relatif par ailleurs. Quand je dis décevante, je suis pas en train de dire qu'il était nul. Je dis juste que c'était un first team All-Pro et que cette année, il a été All-Pro plus par la réputation que par ce qu'il a montré sur le terrain. Parce que honnêtement, j'ai jamais autant vu en difficulté en couverture que cette année. Et du coup, ça m'inquiète un peu. Mais j'ai quand même, je tiens à dire, ok, j'ai décoté les middle linebackers, mais j'ai quand même 3e au poste. Je suis pas en train de dire qu'il est aux fraises et j'ai quand même dans le top 50. Mais par contre, attention à ce qu'il soit pas sur la pente descendante. Donc, sous-côté, clairement, je serais pas d'accord avec ça. De toute façon, et on l'a dit déjà lors du premier débrief de ce top 50, être dans ce top 50, c'est tout de même une excellente performance. Je crois qu'Alain avait donné le nombre de joueurs, il devait y en avoir 2600 ou quelque chose. Voilà, donc ne vous émeuvez pas d'une position un peu de plus ou un peu de moins. Les joueurs, nous sommes bien sûr ici là pour en débattre, et de toute façon, on sera jamais tous d'accord sur 50 joueurs, c'est absolument impossible. Qui est ton joueur sous-coté, Victor, s'il te plaît? Eh bien, moi, j'avais DeForest Buckner. J'avais DeForest Buckner qui est 27e. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça.
En fait, dans l'idée, DeForest Buckner, bon, pour moi, j'avais 19e, moi, dans mon classement. Et surtout, je l'avais deuxième défensif tackle. Et du coup, bon, on va pas parler de Aaron Donald, qui est genre une anomalie, qui n'arrive quasiment jamais, mais parlons des défensifs tackles normaux, ceux qui évoluent sur la planète Terre, pas ceux qui évoluent dans l'espace. Globalement, aujourd'hui, lui et Chris Jones, et pardon pour Cameron Hayward ou Grady Jarrett ou autre chose, mais lui et Chris Jones, c'est le haut du panier. Et là, c'est un choix personnel, mais le voir derrière Chris Jones me chatouille un peu, pour le coup. Il a fait 29 sacs en 3 saisons. De 2 places derrière. Non, attention. D'accord, mais il a fait 29 sacs en 3 saisons. Il était à San Francisco. Tout le monde disait « Oh ouais, mais il est super bien entouré. Oh, mais t'as vu la défense. Oh, c'est facile de performer quand t'as tout le monde à côté de toi. » Ok, le mec, il arrive aux Colts, première saison. Je suis désolé, mais la défense des Colts, la première ligne, c'est clairement pas le point fort de cette défense. La panacée, tu voudrais dire? Non, c'était pas mon point là. Pardon. Mais j'utiliserai la panacée plus tard si tu veux. Mais pour le coup, il a tout de suite, là encore, leadership. Non seulement il a tout de suite évolué à un niveau pro, il a fait mieux jouer tous les mecs autour de lui. C'était le patron, tu voyais, il était là, tu fais ça. C'est un rock, c'est un monstre. Et j'ai été particulièrement impressionné en défense de course parce que c'est vrai qu'on a tendance, peut-être un peu moins chez les défensives intérieures, mais on a tendance à trop regarder le nombre de sacs. Et finalement, le nombre de fois où il avait 2 joueurs sur le dos, le nombre de fois où les courses étaient dessinées pour l'éviter et où il arrivait quand même à faire le jeu, clairement, il m'a impressionné. Après, honnêtement, avec Chris Jones, c'est un mouchoir de poche. Hein. Vous me dites que vous avez Chris Jones devant, je vais pas crier au scandale. Mais pour moi, c'est vraiment, mis à part l'extraterrestre Donald, c'est le haut du panier. Est-ce que tu cries au scandale si je te dis que je ne l'avais pas dans mon top 50? Oui. Et alors, surtout, il y a un truc, justement, je vais te lancer, Raphaël, là-dessus. C'est que... tu vois, tu parles de leader dans la défense des Colts et dans l'émission précédente, Raphaël et Lucas ont parlé tous les deux de Darius Leonard en surcoté. J'avoue que j'ai du mal, mais alors c'est une vision un peu personnelle, à imaginer DeForest Buckner au-dessus de Darius Leonard. Pour le coup, c'est ça que je trouve plus surprenant dans ce classement. Raphaël, toi, maintenant que tu as critiqué à mon grand regret Darius Leonard, est-ce que tu es satisfait de voir DeForest Buckner à cette position-là? Oui, dans un certain sens, voir que le meilleur défenseur de la défense des Colts est reconnu, enfin, et qu'on ait placé Buckner comme le meilleur défenseur de la défense des Colts, je trouve ça assez logique au final dans ce classement. Ça me semble être effectivement un joueur encore plus talentueux et plus important dans le schéma défensif des Colts que Darius Leonard. Donc, ça me surprend pas et je trouve ça même plutôt légitime. Après, je rejoins Victor globalement. Hein, c'est le haut du panier de defensive tackle. C'est vrai que c'est une position qui est toujours un peu compliquée à évaluer, qui est toujours un peu sous-évaluée même, hein, d'ailleurs, par son importance. Et encore, elle a eu tendance à retrouver un peu de flamboyant, j'ai envie de dire, depuis Aaron Donald, parce que tout d'un coup, on se dit, OK, qu'il y a un mec qui est capable d'être tellement... alors, pardonnez-moi pour l'expression disruptif, mais tellement... et voilà, du coup, je trouve plus le français. Si vous avez le québécois, je suis preneur, mais donc voilà, quelqu'un qui crée autant de changements depuis le centre de la ligne défensive. Donc on a eu tendance à re-regarder de nouveau finalement les defensive tackles et je pense que Chris Jones et Buckner en profitent ces dernières années du coup. Donc ça me paraît être une bonne place pour lui. Je le vois pas sous-coté, je le vois pas sur-coté. Je trouve qu'il est bien placé. Et je rajouterais juste que j'avais pas Darius Leonard dans mon top 50. Eh bien voilà, un partout, Monsieur Roulier. Tout le monde est content. J'ai eu un peu de mal à trouver des sous-cotés dans cette tranche de 30 à 11, messieurs, je vous avoue, parce que de manière générale, c'est difficile d'en donner un qui soit un peu moins bon que les autres. Il y a peut-être dans ma tête, du coup j'ai choisi Khalil Mack qui est 15e, peut-être parce qu'aujourd'hui je vois Khalil Mack limite comme un top 10, mais c'est bon. Ça se joue pas à beaucoup, hein, j'en ai conscience, mais disons que sur le truc stylé de dire top 10 du top 50, pour moi Khalil Mack c'est un joueur
qui a eu un impact exceptionnel dès son arrivée chez aux Chicago Bears, qu'ils avaient passé d'une équipe de nuls à une équipe de challenger. Et je dis une équipe de nuls sans sourciller parce que je le pense vraiment. C'était catastrophique. Enfin, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est retombé, mais disons que son arrivée a marqué un changement immédiat et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs, encore moins au poste de defensive tackle, en l'occurrence de defensive, linebacker, de edge, on va dire edge de front sevener, comme Khalil Mack. Mais non, mais c'est là aussi où il est très fort, c'est sa polyvalence. J'en vois pas des tonnes qui soient capables d'avoir un impact immédiat au-delà de la position de quarterback, surtout, c'est ça le truc. Et bon, voilà, je l'avais avec un peu de recul, moi je l'avais mis plus bas, mais j'avais mis moins de défenseurs. J'avais mis beaucoup d'attaquants dans le top 10 aussi, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Juste, moi je te rejoins là-dessus parce que quand on en a échangé, j'hésitais aussi avec Khalil Mack en sous-côté. Moi je l'avais plus haut que 15e. Et en fait, au-delà de sa position, on peut toujours discuter sur un top 15 talent, comme tu disais. C'est pas évident. C'est que moi, ce qui me dérange plus, c'est que du coup, il est pas premier, il est pas deuxième edge rusher. Et là, il est dans notre classement, vous le verrez progressivement, je crois que c'est le 3e edge rusher. Et je trouve ça je trouve c'est un peu sous-coté par rapport à l'impact, comme tu l'as dit, qu'il a eu depuis son entrée dans la ligue. Enfin, quand même les fans des Raiders aujourd'hui osent avouer qu'il fallait pas l'échanger contre des choix du premier tour parce que en fait, un joueur de ce niveau-là, t'en retrouves pas aussi facilement que ça, malgré le fait d'avoir accumulé des choix de premier tour. C'est une force brute sur la ligne défensive. C'est un excellent joueur et je pense qu'il aurait pu être premier ou deuxième edge rusher. Là, il est 3e. Donc, je te rejoins sous le sous-côté. On spoil pas trop parce que, en l'occurrence, il y en a un devant lui qu'on connaît déjà, c'est Myles Garrett qui est à la 11e position. Vous l'avez vu passer normalement hier, si je dis pas de bêtises. Bon, on verra à quel moment ce podcast est diffusé, mais vous avez vu au moins jusqu'à la 11e position, en l'occurrence, Myles Garrett. Voilà, donc, mais je suis d'accord avec toi, Raphaël, c'est surtout relatif. Victor, toi, tu l'imaginais plus haut aussi, tu le vois à la je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'avais 2e rusher. J'avais à peu près à cette place-là, mais j'avais 2e rusher. Je pense qu'il était top 5 il y a 2 ans de notre top 50, mais bon, il sortait d'une saison stratosphérique. Je pense que le premier rusher est inattaquable pour moi, dans la forme du moment. Mais clairement, j'ai un peu de mal à voir Garrett devant. Peut-être que dans 2 ans, ça paraîtra une évidence. Aujourd'hui, c'est un peu plus discutable. Et voilà, ça me choque pas trop que vous le considériez sous-coté. Je comprends totalement les arguments. Et c'est un joueur tellement extraordinaire que oui, il aurait pu mériter d'être plus haut. Son classement n'est pas une insulte, mais il aurait pu mériter d'être plus haut. Tout est relatif. Et effectivement, tu fais bien de le signaler, il était 3e même dans notre classement 2019, derrière Patrick Mahomes et Aaron Donald à l'époque. Donc, c'est une petite chute parce qu'évidemment, il fait une moins bonne saison. Disons que son impact est moins visible, mais toujours aussi impressionnant du côté des Chicago Bears. Voilà pour nos joueurs sous-côté, messieurs. On se met un petit jingle et on passe aux joueurs à leur place. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et ça headbang dans les caméras, j'adore. Toujours du bon son, bien sûr, sur Touchdown Actu. J'ai dit qu'on passait aux joueurs à leur place, mais d'abord on va aller sur le buzz, messieurs. On va faire l'inverse, on va commencer par les surcotés. Ce sera beaucoup plus rigolo. Victor, quel joueur est surcoté dans cette tranche de 30 à 11 selon toi? Devin White. Allez. On y revient. Alors, je vais te dire tout de suite, moi j'avais un linebacker des Buccaneers dans mon classement, mais c'était pas celui-là. C'était Lavonte David. Et que j'avais beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'on a eu dans le top 50. Et j'avais Devin White en 51, pour l'anecdote. Donc, pourquoi, en fait, Devin White, je le trouve surcoté en 18? Sur le potentiel, dans 2 ans, ça sera peut-être un top 20 et 0 discussion. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on se concentre trop sur ce qu'il est, c'est-à-dire une machine à highlight, que ses défauts qu'il a sur le terrain. Attention, quand je dis défaut, tout est relatif. Enfin, il est dans le top 5 des middle linebackers de la ligue,
avec son collègue Davante David et avec Bobby Wagner. Et c'est un joueur extraordinaire. Mais pourquoi moi je le trouve surcoté, c'est 19 plaquages manqués l'année dernière. C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus que la plupart des titulaires au poste de linebacker. Et en couverture de passe, heureusement qu'il a Lavonte David à côté de lui. Parce qu'il est encore très brut. Et il se fait trop souvent piéger. Donc, ces deux défauts-là, quand bien même ça soit un rusher extraordinaire, un défenseur contre la course incroyable, les défauts en couverture et les plaquages manqués font que pour moi, je ne peux pas le considérer devant un Lavonte David. Et j'ai du mal, du coup, comme j'ai un peu décoté le poste de linebacker qui, je pense, dans la NFL d'aujourd'hui est moins important, c'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé 51e. Même si c'est vrai que top 5 d'une autre position, par exemple quarterback, il aurait été dans le top 20. Mais voilà, compte tenu du joueur, de ses faiblesses actuelles et de la position, je le trouve surcoté. Après, il est jeune, il a encore le temps de progresser. Si ça se trouve, dans 2 ans, c'est un défenseur de l'année. Mais aujourd'hui, j'attends de voir. Du coup, je m'inquiète presque parce que tu me dis que tu es à ton 51e, mais tu es allé jusqu'à combien? Parce que c'était 50 normalement qu'il fallait faire, non? J'en avais 83 dont je considérais qu'ils méritaient le top 50. Ah oui. J'avais 124 sélectionnables, 83 qui méritaient le top 50, donc j'en ai classé 83. Voilà, ça vous donne une idée du dévouement que Victor a donné pour ce top 50 et on l'en remercie. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on a eu ce classement tout à fait précis avec toutes les notes. C'est toi qui nous avais tout préparé. Donc, c'était vraiment au top. Où est-ce que je l'avais? Eh bien, moi, je l'avais 16e, mais moi, je suis une victime de la hype et des highlights, je l'avoue. Et donc, non, mais je le dis assez sincèrement. Voilà, c'est vrai que quand on me demande de faire ce top 50 et que je me dis aujourd'hui qui sort d'une grosse saison et qui peut être fort pour l'avenir, voilà, assez naturellement, j'ai pris Devin White, mais je comprends tes arguments et je n'attends que qu'il me donne raison ou tort. Nous verrons bien. Raphaël, Devin White. Écoute, en fait, on va dire, je te rejoins sur ce que tu dis, Raoul, sur le côté hype. Moi aussi, c'est vrai que sur Devin White, par rapport peut-être à d'autres joueurs dans son classement, je me suis très laissé faire sur le côté projection, comme on disait, sur construire quel joueur tu veux pour les 2-3 prochaines années. Et donc, je suis parti à fond là-dedans avec Devin White. Et c'est pour ça que moi, je l'avais 19e. Donc, je l'avais très haut également. Hein, donc, je vais pas. Mais c'est. Après, si en se posant, en essayant de réobjectifier tout ça, je vois ce que dit Victor et je comprends sur le fait qu'il pourrait être plus bas sans que ce soit scandaleux et même que ce soit tout simplement logique, hein, qu'il soit plus bas. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans le commentaire sur le papier qui a été écrit sur Devin White, c'est que on est quelques-uns à être sortis de ses prestations en play-off ou au-delà même de ce qu'il a apporté sur le terrain, cette espèce de leadership de supplément d'âme où il avait l'air déjà à son âge d'être le patron, vraiment le patron de cette défense psychologiquement et d'imposer le rythme à ses partenaires. Donc je pense qu'on est resté un peu sur cette vague-là et comme on se projetait vers l'avenir, on a dû être effectivement quelques-uns à se dire dans 2 ans c'est lui que je veux et dans 2 ans il est probablement le meilleur à son poste dans la ligue. Donc autant l'avoir les 2 ans d'avant quoi. Comme ça t'es sûr de l'avoir. On peut le voir comme ça, mais bon je trouve que du coup pour moi c'est un joueur qui avait dans ce classement un haut delta potentiel entre sa position et il pouvait être à plein de positions sans que ce soit immérité ou trop injuste donc bon. Donc Victor est trop dur, voilà, c'est dit, mesdames et messieurs. Nah. Mais voilà, effectivement. D'ailleurs, je sais que dans la rédac, il y a plusieurs voix qui étaient d'accord avec toi, Victor, de dire que sur une saison, c'est beaucoup de le mettre à cette position-là. Bon, ben voilà, l'avenir nous le dira. Je vais enchaîner avec. Moi, j'ai choisi un joueur surcoté, Minkah Fitzpatrick, à la 22e position. Alors là, c'est pareil, un peu comme avec Khalil Mack, on peut débattre de quelques places près. Moi, en fait, Minkah Fitzpatrick, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, et là encore, c'est aussi un choix perso, c'est de le mettre devant Tyrann Mathieu qui est de mémoire 33e. Je vais pas vous mentir, j'avais qu'un seul safety dans mon classement et c'était Tyrann Mathieu. Peut-être parce que j'ai du mal à repérer le bon safety. Bon, mais ouais, j'entends que c'est un très bon défenseur. Maintenant, est-ce que c'est un très bon défenseur dans une très bonne défense aussi? Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus critique avec lui. Bon, et peut-être aussi le fait d'avoir vu, toi, Raphaël, tu disais le biais d'avoir vu Julio Jones en vrai. Bah, moi, d'avoir vu Tyrann Mathieu en vrai,
au Super Bowl, forcément ça biaise un peu la perception du type. Donc j'ai l'impression que Matthew est une espèce de super safety exceptionnel capable de tout faire, ce qui est sans doute pas complètement le cas, mais voilà. Donc pour moi, Minkah Fitzpatrick, premier safety de ce classement et 22e, ça me semblait un peu haut. J'attends vos retours là-dessus. Victor, d'abord, qu'en penses-tu? Moi, je suis assez cohérent parce que c'était mon premier safety. J'en avais 3. J'avais Simmons et Bates dans le top 50. Donc non. J'avais Buda Baker en 4e et Tyrann Mathieu en 5e safety de mémoire. Jusqu'au 124. Non, mais c'est de mémoire, c'était ça. Mais en tout cas, non, moi, je l'avais 30e. Donc oui, on peut considérer que 22, c'est un peu haut. Mais pour le coup, moi, justement, c'est un peu Devin White un an avant. C'est-à-dire qu'il y a un an, je disais, ouais, Minkah Fitzpatrick, c'est peut-être un peu quand même une machine à highlight. Et en fait, cette année, je regardais ses matchs et je me dis, mais non, il est vraiment bon partout. Il est polyvalent. Il fait tout ce qu'il faut. Et clairement, moi, je suis tombé amoureux du joueur cette année. Et j'étais déjà un peu tombé amoureux du joueur avant sa carrière en NFL. Mais voilà, globalement, c'est un joueur qui, pour moi, est à sa place. Après, je peux comprendre, vu la position et la concurrence, qu'on puisse considérer qu'il est un peu surcoté. Mais pour moi, il est plutôt à sa place. Raphaël, toi et comme moi qui n'avons pas la chance de tomber amoureux des joueurs avant leur carrière NFL, qu'en penses-tu de ce classement de Minkah Fitzpatrick? Un peu haut, moi je l'avais 31e personnel et 2e safety, donc ça peut correspondre un peu à ce que tu dis dans le sens qu'il est un peu haut. Après 22e, c'est pas non plus un écart qui me paraît complètement incohérent, illogique. Il y a quand même eu une défense de Pittsburgh qui était déjà bonne, mais pour moi, tu avais une défense de Pittsburgh qui était bonne, voire très bonne avant l'arrivée de Fitzpatrick et qui est devenue quasiment excellente quand Fitzpatrick est arrivé. Il a vraiment apporté quelque chose en plus à cette défense, notamment dans la couverture aérienne et même ailleurs, parce que c'est vraiment un safety très polyvalent. Donc je trouve qu'il a su quand même rendre encore meilleure une défense qui était déjà très bonne. Et des fois, c'est presque plus dur de faire passer une équipe de très bonne à excellente que de la faire passer de moyenne à juste bonne. Des fois, cette marge de progression est encore plus compliquée à atteindre. Et là, je trouve que Pittsburgh l'a atteint grâce à Fitzpatrick. Donc, je comprends que pour certains de nos collègues, il soit le meilleur safety de la ligue et qu'il se retrouve assez haut finalement en termes de classement. C'est franchement pas incohérent. Il a longtemps été dans la discussion pour être défenseur de l'année. Pendant un moment, il était vraiment dans les petits papiers. Donc, c'est vraiment un des top joueurs de la ligue. Oui, 2 fois première équipe All-Pro, 2019-2020. Donc, il n'y a rien de choquant, bien sûr. Voilà, il n'y a rien de choquant, tout simplement. Ce qui est choquant, en revanche, c'est le joueur que tu as choisi en surcoté, Raphaël Masmejean. Et je vais maintenant te laisser te débrouiller. Et derrière, je critiquerai, j'espère, avec l'appui de Victor, ce choix. Eh ben, écoute, moi, je suis parti j'hésitais entre 2 joueurs et je suis parti sur Josh Allen parce qu'on m'a demandé de faire du buzz cette année, donc j'y vais à fond. Comme diraient certaines personnes, faut bien mettre du beurre dans les épinards. Non, mais alors, comment expliquer ça? Déjà, dis-nous qui c'est. Vas-y, respire et fais des étirements avant, quand même. Ah bon, j'ai même pas dit son nom, je pensais l'avoir dit. Toujours pas. Ok, moi je sais, mais pas nos auditeurs. Excusez-moi, c'est Josh Allen, donc le quarterback de Buffalo. Comment dire? Alors, il est 20e de notre classement, si je dis pas 6e quarterback de la liste. 6e, t'es sûr? Pour moi, il est. J'ai recompté juste avant, ou alors je sais pas compter, mais moi j'ai compté 6e. Pour moi, 5e. Mais... non, il y a l'ami de Sean juste devant. Spoil pas tout. Alors, DeSean, c'est bon. Oui, c'est bon, il est dans les 17 de Sean, donc ça va. Donc, 5e, voire alors 6e, 5e qui jouera peut-être l'an prochain. Voilà. Ouais, 5e qui jouera parce que 5e sera en prison. Alors, je reconnais le fait que ce jeune quarterback ait progressé de manière constante depuis son entrée dans la ligue. Et ça, c'est tout à son honneur parce qu'on en a vu des quarterbacks qui stagnent depuis plusieurs années. Un certain qui stagne en 2e année, voire qui régresse, qui stagne en 3e, voire Josh Allen est en progression constante et ça, c'est indéniable. Maintenant, moi, je le vois toujours pas forcément top 5-6 quarterback de cette ligue. J'ai des doutes là-dessus. J'attends également qu'il confirme plus qu'une saison ce niveau-là, parce que pour moi, en fait, pour être un top 5 quarterback dans la ligue, il faut avoir ce niveau-là, mais sur plus d'une saison. Et pour le moment, ça a été le cas que sur une seule saison.
Et donc, du coup, en faire un top 20 talent dans la ligue, enfin un top 20 talent ou top 20 de joueurs que tu veux avoir en priorité dans ton équipe, je comprends le classement parce que c'est le poste de quarterback et que du coup, tu as forcément tendance à les mettre un peu plus haut que les autres. Hein, c'est une évidence. Mais pour moi, c'est un peu trop haut par rapport à d'autres postes, par rapport à d'autres joueurs qui sont plus brillants à leur poste que Josh Allen ne l'est au sien. Et je reconnais que j'ai encore aussi un peu de doute sur Josh Allen. J'attends de voir qui confirme. Voilà. Très bien. Alors, à notre tour. Non, mais. Alors, voilà, moi, je vais être transparent. Moi, je l'avais 5e, 3e quarterback. Ouf. Ah oui. Maintenant. Ah oui, mais après, oui. Non, mais 5e, si t'as. Attends, 3e. Non, par contre, 3e quarterback, qu'est-ce qui se passe? Si, 5e, 3e quarterback, Okay. C'est la vérité. Maintenant, après coup, je réalise que j'aurais dû bourrer les urnes pour Justin Herbert. Mais bon, le fait est que moi, je l'avais à cette position-là. Il y a forcément un biais que j'ai avec ce joueur. Moi, comme tu l'as souligné, et c'est ça aussi qui me fait croire que pour la suite, je le veux, c'est la progression constante. Et cette progression constante me laisse espérer que s'il continue sur cette pente-là, il peut arriver très très haut, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et je dois avouer une espèce de, je sais pas, de sympathie pour ce mec, pour ce joueur de manière générale, et je suis très impressionné par la manière dont il arrivait à tirer le meilleur de son équipe, et ce, saison après saison. Même les années d'avant, où il n'est pas dans la course pour le MVP ou quoi, déjà à ce moment-là, je trouve qu'il fait énormément il tire vraiment son équipe vers le haut, et aujourd'hui, c'est ce que j'attends d'un joueur, surtout un quarterback. C'est pour ça que je l'avais mis peut-être un peu plus haut que ce qu'il mérite d'être, mais je te trouve dur quand tu le mets à la 20e position surcoté. Voilà, c'était mon cri d'amour envers Josh Allen. Victor, dans quel camp es-tu? Alors moi déjà, je suis pas objectif. Je dis tout de suite parce que je suis un Josh Allen believer. Voilà, jour toi 1. aussi, parfait. J'ai même reçu mon invitation dans la conf Twitter de Bill CFR tellement je faisais du lobbying. Non, globalement, bon, j'avais 6e quarterback et j'avais 23e. Donc pour moi, il est à sa place. Il est ni surcoté ni sous-coté, il est à sa place. Je pense que c'était vraiment le plus brut de sa classe, de très loin. Voire même ces 5 dernières années, c'est peut-être le quarterback le plus brut à être arrivé parmi les top quarterbacks. Il avait un long chemin à faire avant d'être au niveau de la NFL. Il grimpe les marches à une vitesse folle. Et vraiment, quand vous le regardez, et d'ailleurs, Raphaël l'a dit en introduction, il a totalement raison, c'est pas seulement une progression dans la saison 2020. C'est-à-dire qu'en 2019, la première partie de saison était meilleure qu'en 2018. La deuxième partie de saison 2019, il est meilleur que la première partie de saison. 2020, pareil. Mais vraiment, chaque match, il progresse. Et c'est beaucoup plus rassurant, un joueur qui progresse de façon aussi linéaire qu'un joueur qui explose pour redescendre juste derrière. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est l'avenir de cette ligue. Je pense que dans 2 ans, il sera top 5 quarterback et que ça fera même pas débat. Peut-être que je me trompe, mais je me mouille. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Et aujourd'hui, je trouve que c'est juste de l'avoir autour de la 20e place. Et ne soyez pas étonnés de voir beaucoup plus haut dans 2 ans. On le lui souhaite, en tout cas. Il perd beaucoup de ballons encore, hein, quand même. 23 Oui, attends. C'est pas Nathan Peterman. Il n'a pas de jeu de course. Et il a une ligne Attends. C'est pas parce que tu n'as pas de jeu de course que tu fais des fumbles. Mais tu as vu le nombre de pressions qu'il a. Encore heureux qu'il fait des fumbles. Donne-lui une ligne et donne-lui un coureur. 23 ballons perdus cette année. Attention, hein, des fois ça tourne d'un sens ou de l'autre. Moi, bon. La progression. C'est le syndrome Carson Wentz, ça. Ça il fait peur. J'attends de voir. On verra. Non, mais après, là où je rejoins Victor, c'est si en tout cas il arrive à garder cette ligne de marge de progression, effectivement, dans 2 ans, le mec est largement top 5 quarterback dans la ligue, sauf nouveau jeune talent absolument incroyable qui vient de tout bousculer. Ça, on est jamais à Trevor Lawrence, quoi. Voilà, on n'est jamais à l'abri de mecs comme ça. Mais effectivement, il est en train de s'installer. Et ça, par contre, il faut lui reconnaître. Et donc, je veux bien... moi, je continue à penser du vote MVP. Non, mais je continue à penser qu'il est un peu surcoté. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, rien que le fait de chaque année de quasiment gagner 10 échelons dans la place des quarterbacks, des classements de quarterbacks de la ligue, c'est assez incroyable. Donc, bon.
Moi, un dernier truc qui me rassure sur lui, c'est le coaching staff qu'il a. Je l'ai toujours dit, hyper fan du coaching staff des Bills depuis l'arrivée de Sean McDermott. Donc, en plus, c'est rassurant pour lui de savoir qu'il évolue dans un environnement aussi favorable. Pour finir, messieurs, chacun un petit joueur qu'on trouve à sa place. C'est à Raphaël de commencer. Qui as-tu, Raphaël? Qui est à sa place selon toi? Eh ben, j'hésitais parce qu'en fait, je trouve que c'était, et tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est un groupe où globalement, pour moi, c'est des joueurs qui étaient bien globalement bien à ces positions-là, quoi, que je voyais bien entre 11 et 30. Pareil. Parce que avant, j'avais des doutes. Je trouve que tu avais des joueurs borderline avec être en dehors du top 50 et le top 10 pour moi sont quasiment des indiscutables dans le top 10. Donc voilà, il n'y a pas vraiment débat. Ouais, sauf Justin Herbert, c'est vrai. Ouais. Arrêtons avec Justin Herbert. Qui est à ta place selon toi? Qui as-tu choisi, Raphaël? Eh ben écoute, moi je suis parti sur Stephen Diggs et en fait même pour être franc, hein, j'arrive toujours pas à décider. J'avais deux noms, David Bakhtiari et Stephen Diggs, tant pis. 16e et 19e, 16e pour Diggs et 19e Bakhtiari. Parce qu'ils sont à peu près dans ce classement, dans ces positions-là, dans mon classement personnel, à peu de choses près, une place ou deux d'écart. Je trouve que c'est deux joueurs qui se sont totalement affirmés pour Bakhtiari, qui l'an dernier s'est affirmé pour moi comme étant le meilleur tackle de la ligue, notamment parce qu'il a énormément progressé au jeu de course, et donc le voir premier tackle de notre classement me semble absolument logique. Et Stephen Diggs, pour moi l'an dernier fait une saison absolument incroyable. Je pense également qu'il fait partie des éléments qui expliquent pourquoi Josh Allen a autant explosé l'an dernier. Voilà, donc je le trouve très bien classé. Et si je dis pas de bêtises, il doit être du coup troisième receveur de notre classement. Et je trouve que c'est sa position à l'heure actuelle dans la ligue, en fait. Donc, je le trouve très bien à sa place. C'est ça, troisième receveur. Nous n'en dirons pas plus. Après, vous pouvez deviner les deux autres, à mon avis, mais bon. Bien sûr, j'allais encore dire des bêtises. Moi, je suis d'accord avec toi sur Stephen Diggs. Même si là, en l'occurrence, il est un peu plus loin que ses deux compères de devant. Je le voyais plus proche du numéro 2 de ce classement. Vous verrez plus tard de qui il s'agit, mais je le voyais plus proche en niveau que l'écart qu'il y a sur ce classement aujourd'hui, même s'il est ténu. Victor, Stephen Diggs pour toi? Oui, très bien. Ce que j'aime, en fait, c'est qu'il y a souvent ces quarterbacks ces receveurs qui font un peu la tête, qui sont signés dans un autre club pour être le sauveur, le numéro 1 avec un gros contrat et qui derrière n'assume pas. Lui, le moins qu'on puisse dire, c'est que peut-être qu'il a fait un peu la tête de con pendant un an, mais il assume sur le terrain. Ouais. Parce que ces dollars, il mérite chaque dollar de son contrat. Donc, ce genre de joueur, oui, aujourd'hui, top 3 receveur vu la saison qu'il vient de vivre. Et là, encore une fois, progression linéaire. Hein. Lui, vraiment, vous regardez ses stats en carrière, c'est 600 yards, 800 yards, 900 yards, 1100 yards, 1300, 1500. Enfin, il y a progression. Donc, non, rien à dire. Il forme avec Josh Allen le duo d'avenir pour l'attaque des Bills. Oui, et tu fais très bien de le dire, j'allais souligner ce duo de manière générale et l'avenir de la franchise de manière générale, les tirs et l'eau, qui est celui qui tire l'autre vers le haut, on ne le sait pas, et d'ailleurs ça ne change pas grand-chose puisque le résultat est là, et c'est tant mieux pour les fans des Bills. Qui as-tu à sa place, Victor? J'ai Christian McCaffrey. Ah, le 30e, le haut de notre fourchette du jour. Oui, coureur, receveur, il fait un peu tout là-bas. Je pense même qu'il a le maillot. Ouais, il fait à peu près tout. Non, que dire qu'on n'a pas dit sur Christian McCaffrey, un des 3 seuls joueurs de l'histoire à faire milliards à la course et à la réception avec Marshall Faulk et avec Roger Craig. Il a fait quasiment 2 milliards en 2018, 2300 yards, je pense, all-purpose en 2019. Enfin, c'est une bête, alors franchement, il n'avait pas une ligne incroyable. Il n'était pas aidé par des joueurs de grand calibre et pourtant, il a fait des saisons absolument formidables. Bon, il y a eu une grosse blessure l'année dernière. Ça fait peur quand on parle de coureur. Ça fait toujours très peur. Mais je prends le pari qui va revenir à 100%. Et pour moi, c'est vraiment la double menace. Vraiment, la plus grande double menace de cette ligue. C'est un joueur que moi j'avais dans le top 30, donc globalement pas très très loin de sa place finale.
J'ai un peu provoqué les fans des Saints en appelant Alvin Kamara le Christian McCaffrey du pauvre. Voilà, on y arrive. Je pense que c'est les deux joueurs un peu polyvalents qu'on a aujourd'hui qui sont vraiment le haut du panier. Mais pour moi, Christian McCaffrey, ce qu'il a réussi à faire, il n'a pas Ryan Ramsey, Teron Armstead, Drew Brees et compagnie pour l'aider. Et pourtant, il a fait encore mieux statistiquement qu'Alvin Kamara. Donc, j'attends cette année de voir comment tourne l'attaque des Panthers, parce que globalement, je pense que s'il retrouve 100% de sa condition physique, son plafond est très, très, très haut. Alors, je suis très content que tu parles d'Alvin Kamara. Vous l'avez mentionné, Raphaël, avec Lucas et Alain dans la première partie du débrief. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas mis Christian McCaffrey. Pourtant, je suis hyper fan de ce joueur-là. Mais je suis hyper fan de ce joueur-là quand il est sur le terrain. Et j'espère qu'il va pouvoir revenir à son haut niveau. Mais aujourd'hui, j'ai pas de garantie là-dessus. Donc, moi, j'avais mis Kamara dans mon classement. J'avais pas mis Christian McCaffrey. Et du coup, de le voir à 30e aujourd'hui, effectivement, c'est un juste milieu de où est-ce qu'il est capable d'arriver par rapport à ce qu'on a vu et est-ce qu'il en sera capable. Donc, j'espère qu'il sera toujours capable de le faire, même si je pense quand même que si je devais choisir entre les deux, je prendrais Alvin Kamara aujourd'hui, je pense. Mais ça se joue à des détails. Raphaël, qu'est-ce que tu penses de Christian McCaffrey et qu'est-ce que tu penses de Christian McCaffrey par rapport à Alvin Kamara, classement, tout ça. Voilà, lance-toi. Je comprends qu'on préfère McCaffrey à Alvin Kamara parce qu'un volume de jeu plus important, une capacité à prendre plus de jeux en main, j'ai envie de dire. Alors après, il faut dire qu'à un moment, Carolina avait pas non plus tellement le choix que de lui donner le ballon. Hein. C'est vrai. Alors que peut-être que Kamara aurait pu avoir plus de ballons dans un autre contexte, mais est-ce qu'il aurait été aussi efficace? Toujours la question. Non, c'est un excellent coureur dans un style différent de Derrick Henry qu'on a classé plus haut pour le coup. De deux approches très différentes du rôle de coureur, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas un grand fan du joueur. Après, objectivement, le mec est rempli de talent. Il accumule les yards, il fait avancer son équipe. Donc, 30e me semble, comme tu disais, une place assez juste. Des doutes sur l'avenir, mais assez prouvé pour être là. Donc, Très bien. J'ai un autre coureur à sa place également, le 5e running back de ce top 50. Lui, il est classé. Le premier, c'est Derrick Henry. J'ai mal exprimé. Il y a 5 running backs dans ce classement, dont le premier est Derrick Henry à la 14e place. Les autres, ils sont bien en dessous. Je sais que Raphaël est toujours fan de ce poste-là, mais les autres, donc on a dit Christian McCaffrey en 30. Après, il y a 32, 42, 47. 10%. Oh là là. Pardon. Mais non, mais c'est-à-dire que. Ouais, après, il y en a un dans le top 30. 10% dans une ligue où l'an dernier, le meilleur coureur, c'est un mec qui sort de nulle part à Jacksonville avec pas de ligne offensive. Mais bon, c'est pas grave. Le meilleur coureur, c'est pas ça. Non, mais le pas loin. le plus productif. Oui, attends, pas loin. Je te rappelle quand même que Derrick Henry, à tout hasard, il fait 2 milliards l'année dernière. Donc, c'est bien pour ça. Oui, je crois pas que Robinson ait fait 2 milliards. Non, mais j'ai pas de problème à ce qu'il y ait Derrick Henry dans le classement, mais on parle de Derrick Henry. Vous évoquiez 5 autres coureurs, je trouvais Raphaël, ça beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est bien ce que j'allais dire, c'est que pour moi, Derrick Henry à cette 14e place la mérite, pas parce que c'est le meilleur coureur, parce que c'est un joueur exceptionnel. Et ce qu'il fait, et on le dit souvent, mais je pense que c'est important de le redire, ce qu'il fait n'est pas la norme pour un coureur, et il ne faut pas calquer notre appréciation de ce poste-là en fonction de Derrick Henry. C'est exceptionnel. On a dit tout à l'heure, Aaron Donald, c'est un mec qui joue pas sur terre. Pour moi, Derrick Henry, c'est un coureur qui ne joue pas sur terre. C'est quelqu'un qui est capable d'apporter encore plus que ce qu'on attend d'un rôle d'un coureur très bon. Et pour ça, une 14e place, évidemment, premier running back de ce top 50, ça n'a pas lieu de battre. Mais pour moi, cette 14e place derrière, les 13 qui sont devant lui et qui sont tous d'excellents joueurs dont on peut difficilement débattre, il est à la place qu'il mérite d'être. Et on l'aurait même mis un tout petit peu plus haut que ça ne m'aurait pas choqué. Moi, je crois qu'il est 16e chez moi, quelque chose comme ça. 15e, tu vois. Voilà. Donc, je l'avais mis dans ces eaux-là. Il est à la place qu'il mérite. Mais attention, il n'est pas la norme pour un coureur. Raphaël, je sais que tu y tiens. Oui, voilà. Victor, moi j'avais 11e, donc c'est pas non plus trop loin. Moi, ce que je trouve fascinant chez Derrick Henry, c'est que c'est le coureur type de 1998. C'est le coureur que tu avais il y a 20 ans. Il ne reçoit aucun ballon.
En réception, c'est un non-facteur. Et alors, c'est pas le plus rapide, mais alors c'est un monstre physique, ça court physique, ça fait manquer les plaquages. Même si ça n'a pas une pointe de vitesse extraordinaire, s'il faut faire 99 yards, il utilisera ses bras, il utilisera ses épaules, il utilisera tout son corps, mais il y arrivera. Moi, je trouve ça fascinant. Je pensais pas, quand on se moque parfois de Gruden en disant « Oh là là, il joue comme en 2003, il faut évoluer ». Bah, sincèrement, Derrick Henry, tu as envie de dire « mais les gars, il faut évoluer. Maintenant, les coureurs, ils reçoivent des ballons et tout. On n'est plus en 2003. » Encore qu'en 2003, il y avait Marshall Faulk, mais et pourtant, ça marche, quoi. Le mec, il court comme il y a 20 ans et ça marche. C'est fascinant. C'est fascinant que ça marche aujourd'hui. C'est rigolo que tu dises les coureurs de 98, parce qu'en 98, souvenez-vous, ce sont les Denver Broncos qui gagnent. Avec Terrell Davis, qui cette année-là est MVP de la ligue. Donc, c'est dire si, effectivement, l'expression un coureur de 98, c'est plutôt un bon coureur. Qui est une comète absolument extraordinaire, Terrell Davis. Vous le retrouvez dans le bon numéro. Vous pouvez le trouver sur Touchdown Actu. Mais c'est une des carrières les plus incroyables de l'histoire de la NFL. Pardon. Mais voilà, très bien, très bien, messieurs. Moi, j'ai quand même hâte de parce que là, il sort. Donc, effectivement, Derrick Henry a aussi même progressé de saison en saison, mais il sort de 2 saisons, 2019 et 2020, absolument monstrueuses statistiquement, 1500 yards, 2000 yards à la course, 16 touchdowns, 17 touchdowns. Et c'est aussi les 2 saisons où finalement Tennessee a retrouvé un play call offensif très intéressant et intelligent avec Arthur Smith qui vient de partir pour Atlanta et pour les Falcons. C'est le moment où Tannehill aussi est arrivé et donc ils ont pu développer un autre playbook. Je me demande par contre quel pourrait être potentiellement l'impact du nouveau coaching offensif sur les performances de Derrick Henry à surveiller, mais je dis pas que le mec va retomber à 0 non plus, qu'on s'entende bien, mais pour moi c'est une des petites intrigues de la saison à venir quand même. En fait, et puis l'arrivée de Julio Jones peut réduire son nombre de portées aussi, peut-être. Ne serait-ce qu'en volume de jeu. Mais c'est ça, c'est un peu ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand bien même il a eu une chute de production, et elle serait bien normale, on peut pas enchaîner les saisons à 2 milliards toutes les saisons, mais quand bien même tu me dis qu'il fait 1200, 1300 yards tous les ans, eh ben, ça reste quand même bien meilleur que la plupart des coureurs de cette ligue. Oui, et c'est là où moi je trouve que ce joueur est hors norme, c'est que même s'il chute relativement drastiquement. C'est-à-dire que si on passe de 2000 à 1300, on perd 700 yards. 700 yards, c'est beaucoup. Il y a des coureurs qui font pas 700 yards sur une saison. Eh ben, il resterait quand même dans le top de cette ligue. Et c'est là où, pour moi, il est immanquable si tu veux construire ton équipe pour la suite de la NFL dans les prochaines saisons, eh ben, c'est que tu es sûr d'avoir un rendement qui sera hyper positif avec Derrick Henry. Voilà, messieurs, on a fait un peu notre petite tambouille avec chacun de nos joueurs. On va faire comme la fois précédente, à savoir passer en revue tous les joueurs qu'on n'a pas cités. Comme ça, vous avez la globalité des 20 joueurs du jour. Et puis, si vous avez une remarque ou un mécontentement, signalez-vous dans le chat. Non, signalez-vous à l'oral. On va commencer. Donc, on a dit Christian McCaffrey, 30e, le coureur des Carolina Panthers. On en a parlé. Au-dessus de lui, c'est Trent Williams. On en a parlé aussi, l'offensive tackle des San Francisco 49ers à la 29e place. Au-dessus, Xavier Howard, cornerback des Miami Dolphins. Messieurs, on n'a pas parlé de cornerback. Est-ce que pour lui, c'est une bonne place, sachant que je suis en train de regarder, je crois qu'il est le deuxième. Ouais, c'est ça. Il est le deuxième cornerback de ce classement. Est-ce que c'est mérité, immérité pour vous, plus haut, plus bas? Victor, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est très bien. Les cornerbacks sont assez compacts entre lui et la 40e place. Il y en a pas mal. C'est un groupe de joueurs à peu près du même niveau. Il est First Team All-Pro en 2020. Superbe saison. Il avait fait également une super saison 2018 qui est un tout petit peu écourtée parce qu'il doit jouer que 12 ou 13 matchs, mais où il faisait aussi une énorme saison. Le seul petit X, c'est les blessures, quoi. Il joue 12 matchs en 2018, 5 matchs ou 4 matchs en 2019. Bon, il a fait une saison pleine en 2020. 2021, on espère qu'il fasse une saison pleine aussi et que ces histoires de contrat se règlent un peu parce qu'il y a une histoire de hold-out un peu bizarre alors qu'il a plongé il y a un an. Mais bon, globalement, c'est sa place. Il était d'ailleurs, je regarde, à égalité avec DeForest Buckner en termes de points. Donc, je ne sais pas quels étaient les tie-breakers en égalité. Alors, je peux te dire, le tie-breaker en cas d'égalité de points, c'était le plus haut classement qu'il ait obtenu. Par exemple, s'ils ont tous les deux 87 points, si la plus haute place
C'était Raphaël avait mis un tel troisième et l'autre, sur sa plus haute place, c'était quatrième. Bah, c'est celui qui était troisième placé devant. Très bien. Bon, en l'occurrence, DeForest Buckner, dont on a parlé, est 27e avec 222 points aussi. Le defensive tackle des Indianapolis Colts. Au-dessus, c'est Tyreek Hill, le receveur un peu à tout faire des Kansas City Chiefs. À 26e place, moi je vous l'ai dit, et les lecteurs étaient d'ailleurs d'accord avec moi. Je trouve ça un peu bas pour lui, mais voilà, peut-être que c'est aussi l'effet Kansas City Chiefs, Raphaël. C'est compliqué à juger Tyreek Hill, sa position, parce que effectivement, peut-être en termes de talent pur, tu peux le voir peut-être plus haut que ce rang-là, mais en même temps, après, quand tu vois déjà les autres receveurs qu'il y a devant lui au classement, est-ce que tu peux le mettre vraiment plus haut que ça par rapport au reste, tu vois? Donc, c'est ça aussi, à chaque fois, on a tous essayé un peu d'équilibrer. À partir du moment où tu as les deux dont on taira le nom pour le moment, plus Stephen Diggs. Plus Stephen Diggs, ça veut dire que Hill est quatrième ou cinquième receveur. Ça me paraît quand même assez cohérent de l'avoir top 5 receveur de la ligue. Et du coup, que mécaniquement, il soit dans un groupe entre la 20 et la 30e place, ça me paraît absolument logique, en fait. Oui. Non, mais voilà, de manière générale, on est d'accord, c'est dur à faire. Moi, je l'imaginais plus haut, mais au global, ça se défend. Au-dessus de lui, c'est Nick Bossa à la 25e place. Chris Jones. Pardon, j'ai sauté une ligne. C'est Chris Jones, toujours des Kansas City Chiefs, defensive tackle. Quoique on en a parlé un peu, il me semble, on a dit qu'il était un peu bas, non, Victor? Non, mais je disais qu'il était. Pour moi, c'est pour le coup, DeForest Buckner, je le trouvais un peu sous-côté. Du coup, Chris Jones, je mets un peu dedans parce que, comme je l'ai dit, c'est à peu près le même joueur. Et donc, au moins, on est cohérent dans le classement parce qu'en termes de position, il se retrouve au même endroit. C'est vrai. Mais ils se battent pour la place de deuxième défensif tackle. Je disais donc Nick Bossa, defensive end des San Francisco 49ers. Là, pour le coup, 24e place. Pardon, Raoul, pardon, je pense que là, on s'est un peu emballé sur Nick Bossa. Ouais, je suis d'accord. On aurait pu le mettre dans le surcoté. Enfin, il nous a montré une superbe saison rookie. Derrière, il ne joue pas. Et donc, sans jouer, juste avec une saison rookie où il était sur une ligne défensive de malade, où San Francisco avait enchaîné les premiers choix, le voir déjà dans le top 25, j'avoue que là, on a peut-être tous un peu quand même tiré sur la bouteille, quoi. Ouais, moi, j'ai hésité à le mettre en surcoté aussi. Et tu sais qui j'avais trouvé très surcoté il y a 2 ans, après une seule grosse saison? Joey Bosa. Alain va être content. Joey Bosa. Décidément, les frères Du coup, Bosa. jurisprudence. Non, mais c'est vrai, mais pour le coup, non, mais il a fait une saison rookie incroyable. Mais bon, c'est une seule saison et il a une année blanche parce que grosse blessure. Donc, je trouve aussi qu'on s'est un peu enflammé. Est-ce que tu veux pas parier sur lui quand même? Oui, non, mais c'est ça, c'est la projection. Si jamais il reste sur ses deux jambes, il peut très bien être top 15 dans 2 ans ou top 10 même, on ne sait pas. Enfin, je sais Il pas. y a de la projection là quand même. Je sais pas, c'est ça, il y a beaucoup de projections et je ne sais pas quels sont nos autres collègues qui l'ont très bien classé, mais s'il est quand même 24e en moyenne, en points, enfin, ça veut quand même dire que certains d'entre nous l'ont mis très haut. Ça y est, je viens de voir où est-ce que je l'avais mis. Enfin, je suis bon, pourquoi pas, hein, après. Tu l'as mis top 10, Raoul, c'est ça? Je l'ai mis 8e. Ah ouais, non mais tu t'emballes, Raoul. Peut-être. Chambeur, toi. Peut-être, non, mais c'est le nom Bossa, ça me fait rêver. Bien sûr, son frère chez Chargers. Bon, voilà, c'était juste sur Nick. Voilà. Non, mais dans le fond, je comprends. Effectivement, peut-être me suis-je un peu emballé. C'est rigolo d'ailleurs de revoir à froid les classements qu'on a fait. En vrai, il faut le dire, hein, parce que les gens, faites un jour exercice, vous verrez à quel point c'est dur. Pas facile. Et vous verrez à quel point 1 mois après, vous détestez votre classement parce que vous avez eu 1 mois pour y réfléchir. Vous l'avez déjà submité et vous vous dites, mais comment j'ai pu mettre un tel devant un tel et tout. C'est extrêmement dur. C'est assez rigolo. Effectivement, essayez de le faire, c'est assez drôle. Donc 24e, c'était Nick Bossa. 23e, c'est Bobby Wagner des Seahawks, on en a parlé. 22e, c'est Minka Fitzpatrick des Steelers, on en a parlé aussi. Ronnie Stanley à la 21e place, le tackle offensif des Baltimore Ravens, on en a parlé au début. Josh Allen, le 20e quarterback des Buffalo Bills. Bakhtiari, le tackle des Green Bay Packers. Raphaël, tu hésitais à le choisir
à sa place. Je suis assez d'accord avec toi. C'est le meilleur tackle offensif de notre classement top 50. Encore une fois, je pense que sur ces postes, c'est difficile de détacher un nom d'un autre. Et tu l'as dit justement, Raphaël, c'est parce que c'est un tout plutôt qu'un joueur. David Bakhtiari, c'est peut-être aussi un nom qu'on a un peu mis en avant, qui était un peu en dehors des terrains visibles. Et peut-être que ça joue aussi dans l'impact un peu global des gens et du choix de ce joueur-là. Voilà. C'est pas Mais je comprends pas, David Bakhtiari, un receveur dont faut taire le nom, un super coureur. Je croyais qu'Aaron Rodgers, il n'était pas entouré, moi. Et ça y est, c'est parti. Non, David Bakhtiari, on n'a pas parlé de son palmarès, mais c'est surtout le fait de boire une bière plus vite qu'Aaron Rodgers, si on s'en souvient du match des Bucks, où ils avaient joué à ce petit jeu-là. Devin White à la 18e place, on l'a dit, le linebacker de Tampa Bay Buccaneers, peut-être un peu surcoté. Attendons de voir s'il nous donne raison ou tort. À la 17e place de ce classement, c'est Deshaun Watson, messieurs, le quarterback des Texans. Alors, on n'en a pas parlé, volontairement ou pas, je ne sais pas, mais disons qu'il, oui, si, et encore, moi je l'ai mis très très bas dans mon classement, je l'ai mis 48e parce que je savais pas si, on savait pas trop où ça en était. Peut-être qu'il y en a qui l'ont mis sans prendre en compte ses à côté sportifs. Donc bon, 17e. S'il joue, je pense qu'il est mieux classé que ça. S'il joue pas, il n'y a pas de classement. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, franchement. Oui, faut dire aussi qu'on a arrêté les votes. On n'avait pas encore 23 plaignantes. Non, il n'y en avait qu'une ou deux, je crois, à ce moment-là. On était vraiment au début du truc. Donc moi, j'ai mis 8e, par exemple. Mais je pense que j'aurais décoté un peu si j'avais eu toute l'histoire à ce moment-là. Après, voilà, sur le terrain, c'est un potentiel top 10. Le problème, c'est est-ce qu'il reverra le terrain? Voilà. J'en suis de moins en moins sûr. Je ne souhaite de mal à personne, mais si ce qu'il a fait s'avère vrai, il ne mérite peut-être pas de revenir sur un terrain. Le 16e, c'est Stephon Diggs, le receveur bien classé de Raphaël. Le 15e, Khalil Mack, Chicago Bears, j'ai dit, moi peut-être que instinctivement, j'aimerais bien me dire que Khalil Mack est un top 10 joueur de cette ligue. 14e, Derrick Henry, le coureur des Tennessee Titans, et je crois qu'on a parlé de tout le monde au-dessus. Non, on n'a pas encore parlé. Alors, Tom Brady, bien sûr, vous l'aviez entendu, c'était l'ouverture de ce podcast à la 13e place avec les Buccaneers. À 43 ans, c'est exceptionnel. 12e, on n'en a pas parlé. Voilà, George Kittle, le tight end des 49ers. Oui, peut-être que j'aurais... Est-ce que c'est vraiment 12e place? Maintenant que je le vois, je me dis que peut-être c'est un peu haut, mais bon, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Raphaël, peut-être? Eh ben écoute, moi, George Kittle, je regarde vite fait, je veux pas vous dire de bêtises, je l'avais un tout petit peu plus haut, je l'avais 10e, mais surtout, moi, je l'avais 18. Voilà. Je l'avais 10e et numéro 1 à son poste. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je garde ça pour un prochain épisode, je crois. Bien sûr, personne ne se doute de qui peut être l'autre tight end qu'on aurait pu éventuellement. Je ne suis pas d'accord avec ça, donc c'est pour ça. Je me garde pour le prochain. Ça arrive dans le top 10, messieurs. Arrêtez, ne donne pas de faux espoirs à tes collègues, s'il te plaît, Victor. Du coup, Victor, George Kittle, 12e place. Bon, très bien. Bon, moi j'avais 18, je crois, mais globalement très bien. Je trouve que c'est un excellent receveur. Mais surtout, c'est peut-être le meilleur bloqueur qu'on ait jamais vu en termes tight end. Enfin, en tout cas, dans la NFL moderne. Et dans un système comme celui de Shanahan, avec beaucoup de courses, beaucoup de mouvements, beaucoup de blocs qui sont coulissants, etc., c'est le tight end parfait pour le système de Shanahan. Si Shanahan avait dû créer dans un laboratoire le tight end pour son système, ça aurait été George Kittle. Et le 11e, c'est Myles Garrett, on l'a dit, le defensive end des Cleveland Browns. Je crois que c'est Raphaël, tu disais qu'il est peut-être un peu haut. Moi, c'est surtout relativement par rapport aux joueurs de ce poste-là que je le trouve haut, plus que la 11e place, qui pourquoi pas, mais... Ouais, c'est ça. Il est peut-être encore un peu haut, 11e, parce que par exemple, devant Khalil Mack, on l'a déjà dit. Mais sur le potentiel, ce qu'il est en train de montrer saison après saison et sur une projection que plusieurs d'entre nous l'aient vu très haut et se soit dit, ok, une fois que j'ai mis un tel, je veux Myles Garrett. Franchement, je trouve pas ça non plus déconnant et je trouve pas ça déconnant. Victor, un dernier mot sur Myles Garrett pour conclure. Oui, moi j'avais Mac et Garrett dans un mouchoir de poche, donc en soi, voilà. Je peux comprendre qu'en termes de projection, on puisse considérer
que Garrett va être plus haut que Mac. Ça, mais bon, quoi qu'il arrive, on parle d'un top 3 joueur à la position, on parle d'un joueur ultra talentueux lorsqu'il tente pas d'assassiner les quarterbacks adverses avec son casque. Voilà, donc, avec le casque d'ailleurs du quarterback, ce qui est encore plus bizarre, mais bon, voilà, mis à part cette petite, ça lui a quand même coûté une demi-saison, mais voilà, mis à part ça, ça reste un talent incroyable. On est d'accord, et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer, messieurs, ce podcast numéro 428. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming en ligne. On postera le prochain, donc le débrief du top 10, techniquement dans 10 jours, le temps que vous ayez les 10 fiches sur Touchdown Actu, une par jour à 13h. N'oubliez pas de vous connecter. Vous pouvez retrouver Touchdown Actu bien sûr sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et Facebook, évidemment sur le site tdactu.com pour les top 50, mais aussi pour tout le reste. Il y a plein de choses à boire et à manger. N'hésitez pas à y venir. En plus, le site est tout beau et tout neuf, alors il faut en profiter. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous. Victor, bravo. Belle première pour quelqu'un qui n'a jamais fait de podcast. Vraiment, on sent que tu maîtrises. Non, j'ai été promu du Practice Squad pendant une semaine l'année dernière par Alain. Pour un débrief de semaine 13, je crois. Mais mais c'est clairement un plaisir. Merci à vous. Et puis, je me moque évidemment. Tu fais plein de podcasts. Une longue saison à venir. Oui, tu fais plein de podcasts, notamment Podcast Fly sur les Eagles, mais aussi tout ce qui est la draft et la NCAA. T'as fait un petit peu aussi, non? Non, moi c'est vraiment la draft. La uniquement NCAA pure, c'est moins mon truc. C'est vraiment les prospects. C'est vrai qu'il y a une énorme différence. Pour Raphaël et moi, ça a l'air d'être du pari au même. On peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, Victor Roulier pour Victor Donovan McNoob, c'est bien lui, ne vous trompez pas. Et Raoul VDG pour moi. Encore un grand merci à toutes et à tous. Merci à Alain Mattei qui assurait la régie dans l'ombre et qui envoyait les jingles pendant ce podcast. On se retrouve très très vite pour la fin du débrief du top 50. D'ici là, très bonne semaine, journée, vie à toutes et tous, et à la suite pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.